France, hiver 1978. Alors que les vents soufflaient à plus de 60 km/h dans le Massif central et que les températures chutaient en dessous de 40 degrés Celsius dans les zones plus élevées du plateau de l'Aubrac, presque personne ne remarquait la faible lumière qui filtrait de l'intérieur de la vieille grange d'Étienne Morel. Là, nuit après nuit, une lueur constante demeurait allumée, même lorsque la glace se fissurait sur le sol et que le froid fissurait des murs entiers. Dans ce village, les hommes affrontaient l'hiver comme une épreuve de caractère. Étienne fit le contraire. Il a construit une cabane à l'intérieur de la grange. Ils ont qualifié cela de lâcheté. Ils ont dit qu'il était en train de craquer. Ils ont ri. Mais durant la semaine où la pire tempête de neige en 45 ans a transformé les maisons en tombeaux de bois, Étienne dormait en silence, sans drap supplémentaire, sans porter de seau de bois de chauffage dans l'obscurité. Et lorsque la poussière de neige retombait, ils ont frappé à sa porte. Le village de Saint-Laurent-des-Neiges a toujours été un lieu où les hommes apprennent très tôt à se forger un caractère. Perché dans le Massif central, là où le sol est rocailleux, le vent mordant et les règles ancestrales, ils se distinguent par le peu de paroles échangées et l'action qui s'y impose. Et ce que l'on attend des hommes, c'est qu'ils affrontent l'hiver comme leurs pères l'ont fait, avec courage, force et foi. Là-bas, les maisons sont faites de pierres brutes et de bois non taillés. Le bois de chauffage est empilé tôt avant novembre. Si quelqu'un en manque, c'est qu'il a été imprudent. Si quelqu'un se plaint du froid, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre ici. Étienne Morel le savait. Il était le fils d'Henri Morel, un éleveur de moutons mort 20 ans plus tôt lors d'un hiver similaire, gelé près de la bergerie, attendant que la tempête de neige passe. Étienne avait 42 ans, sa barbe clairsemée déjà grisonnante, et il portait sur ses épaules les mêmes silences que son père. Mais il y avait une différence. Étienne era observador. Lorsqu'il coupait du bois, il prenait des mesures. Lorsqu'elle s'occupait du fourneau, elle le notait. Quand le froid a commencé à modifier l'odeur du vent, il ne s'est pas contenté de fermer les fenêtres. Il a compté les minutes jusqu'à ce que la maison perde sa chaleur. Il avait servi quelque temps dans la Marine nationale française, au sein d'unités de soutien au génie civil. Il y avait appris à colmater les fissures, à protéger le matériel du gel et à limiter les pertes de chaleur. Mais personne là-bas ne s'en souciait. À Saint-Laurent, l'important était de tenir le coup. Et qu'a fait Étienne en novembre 1977 ? Il ne semblait pas y avoir de résistance. Cela ressemblait à une reddition. La vieille grange familiale héritée de son grand-père était pratiquement vide depuis la disparition du troupeau. Étienne y passait des journées entières, transportant outils, bois, tonneaux. Personne ne savait ce qu'il y construisait. « Qu'est-ce que vous construisez, un mausolée ?» chuchota un voisin au marché. « Tu vas te transformer en chauve-souris maintenant ? Dormir suspendu dans la grange ?» a ri un autre. Ce que personne n'avait imaginé, c'est qu'au centre de cet entrepôt, Étienne avait installé une capsule. Il utilisa des tôles cintrées, vestiges d'un hangar militaire démantelé, achetés à bas prix dans une ville voisine. Il installa le tout à l'intérieur de la grange, sur un plancher de planches recouvert de surcompressés. Il n'a fait aucune annonce. Il n'a appelé personne pour regarder. Il vient d'allumer la lampe à l'intérieur, et il bougea. De l'extérieur, cela paraissait ridicule. Un tuyau métallique entouré de vieux débris, d'où s'échappe une fine volute de fumée provenant du toit de la grange. C'est une véritable cocotte minute humaine, railla Monsieur Clément, le plus vieux charpentier du village. Cela va se transformer en fournaise lorsque le soleil frappera les tôles. Étienne a craqué, a dit quelqu'un au café. L'hiver dernier a été trop dur pour lui. Sa sœur, qui habitait à Lyon, a appelé, inquiète. Elle a dit avoir entendu des choses. Étienne répondit simplement, « Je vais bien, j'ai chaud. » Il n'a pas donné d'explication. Il n'a pas répondu. Je savais que, là-bas, demander de la compréhension était plus étrange que de demander du bois de chauffage. Au final, le village ne se moquait pas seulement de la structure. Il se moquait de l'idée que l'hiver puisse être surmonté sans courage. Pas de main gercée. Fini les nuits à trembler près du feu. Étienne, il dormait sous une mince couverture, à l'intérieur d'un tuyau d'acier, à l'intérieur d'une grange, dans un monde qu'il ne voulait pas comprendre. La maison d'Étienne était solide, construite par lui-même, 4 hivers plus tôt. Des murs épais en pierre renforcée, un toit en pente, une cheminée centrale. De l'extérieur, l'endroit paraissait sûr. De l'intérieur, on avait le sentiment d'une promesse non tenue. Le vent s'infiltrait par des endroits invisibles. Parfois, je soufflais si fort sous la porte que j'éteignais la bougie sur la table. Le feu a brûlé toute la nuit, et pourtant, au matin,
Le bord du verre sur l'étagère était encore recouvert de glace. C'était une guerre sans fin. Lui, la hache et le bois de chauffage humide. L'abri ne résistait pas au froid. Cela ne faisait que le retarder. Et cela a eu un prix. En moyenne, Étienne brûlait près de 12 chargements de bois par mois. Il coupait, empilait, recouvrait et ébarbait lui-même le bois. Un cycle quotidien, une usure silencieuse. Mais c'est fin octobre, lorsqu'il a vu le camion-citerne bloqué sur la route principale, que tout s'est éclairé. La livraison n'arrivera pas. Et la neige recouvrait déjà le plateau. Cette nuit-là, il n'a pas mal dormi parce qu'il avait froid. Il a mal dormi à cause de ses calculs. Combien de jours cela permettrait-il de garder la maison chaude? Combien de coupes de cheveux par semaine? Combien de nuits vous êtes-vous levé à 3 heures du matin pour alimenter le feu? Les chiffres ne correspondèrent pas, et le corps ne réagissait plus comme avant. C'est alors qu'il se souvint d'une vieille conversation. Un agriculteur d'une autre région avait mentionné, des années auparavant, un hangar militaire pliable, structure en acier arqué, facile à monter, facile à étanchéifier. Étienne se souvint de l'idée, et depuis la grange vide, il a acheté les pièces pour presque rien. Il les a transportées petit à petit, il a nivelé le terrain, il a tassé la sciure, il a assemblé le tuyau. Lorsque la structure se dressa, 12 mètres de long, 4 de large, 2 de haut au centre, elle semblait hors du temps, froide, lisse, silencieuse. À l'intérieur, il installa un poêle de fortune, des étagères en bois fixées aux parois incurvées et une lampe au centre. Des couvertures étaient disposées sur le sol. Un joint en caoutchouc épais recouvrait la porte. Sur le papier, c'était étrange. En pratique, il s'agissait de mathématiques pures. Moins de volume, moins d'air, moins de bois de chauffage. Mais personne n'a vu ça. Ce que les voisins ont vu, c'est un homme qui s'isolait. Abandonner une maison solide pour dormir dans une structure métallique ressemblant à un silo. Ça va cuire, ça va geler. Il mourra dans son sommeil. Étienne ne répondit pas. Dès la première nuit, il l'a testé. Extérieur, 15 degrés. À l'intérieur de la grange, 5 degrés. À l'intérieur de la capsule, 9 degrés positifs. Et ça continue d'augmenter. Silence absolu. Pas de vent. Aucun craquement. Pas de glace qui goutte. Seul le jugement sera rendu à l'extérieur. Les premières gelées sont arrivées tôt, plus tôt que d'habitude. Étienne vivait déjà dans la grange depuis près de 3 semaines. Les blagues ont continué. Mais le tambour fonctionnait. Il se réveillait sans glace sur les cils. J'ai dormi toute la nuit. J'ai utilisé la moitié du bois de chauffage. Parfois moins. Tout était écrit. Température, consommation, stabilité. La structure présentait effectivement des défauts. Condensation, fuite, réparation de fortune. Mais il a résisté. Et personne n'a compris. Jusqu'au soir du 6 janvier 1978. La radio communautaire de la paroisse a diffusé une annonce étrange. Tempête arrivant du nord. Chute brutale des températures. Restez à l'intérieur. Personne n'y a prêté beaucoup d'attention. En montagne, le froid finit toujours par arriver. Mais Étienne sentait quelque chose de différent dans le vent. Au petit matin, la neige est tombée lourdement, tassée et violemment. En quelques heures, elle a englouti route, maison et véhicule. À l'intérieur de la capsule, le thermomètre indiquait 20 degrés C. Dehors, il fait 25 degrés C. Et ça continue de baisser. Le lendemain matin, le village semblait mort. Aucun bruit, pas de moteur. Juste le craquement du bois qui cède sous la glace. À 10 heures du matin, il a entendu quelque chose. 3 coups, puis 3 autres. Ils sont sortis de sous la neige. Il ramassa la pelle. Il creusa pendant 15 minutes. Jusqu'à ce que vous trouviez une main gantée. C'était Lucas, le petit-fils de Madame Élodie, le garçon qui habitait 3 maisons plus loin. Il avait 12 ans. Son visage était pâle. Ses yeux étaient ouverts. Étienne n'hésita pas. Il porta le garçon dans la capsule. Chaleur, silence, vie. Il fit chaud. Il attendit. 30 minutes plus tard, le corps a réagi. Il faisait sombre. Étienne hocha la tête. Il n'a rien demandé. Je connaissais la réponse. Le lendemain matin, les hommes arrivèrent. Quand ils virent le garçon debout là, vivant et chaud à côté de la structure métallique, personne ne rit. Personne ne se moquait de lui. Ils ont simplement exprimé leur gratitude. Et ils partirent en silence. À partir de ce jour, l'histoire changea de nom. Il n'était plus le fou de la grange. Il était l'homme qui a sauvé un garçon de la mort. Mais Étienne ne dit rien. Il n'a pas prononcé de discours. Il n'a pas donné d'explication. Il est rentré à l'intérieur. Il a rechargé le bois de chauffage.
Et il a écrit « Température extérieure, 39 degrés, intérieur, 21 degrés, bois de chauffage utilisé, 3,4 kg. » Et là, sans mots, sans bravade, sans héroïsme proclamé, les chiffres ont commencé à parler d'eux-mêmes. Bien sûr, voici la deuxième partie complète adaptée pour la France, conservant le même rythme, les mêmes rebondissements, la même logique de tension silencieuse, ne changeant que la région, les noms et les références locales pour correspondre parfaitement à la version française. Saint-Laurent-des-Neiges, Aubrac, Massif central, Étienne Morel. R6 car la tension ne provient pas d'une action frénétique, mais de la contradiction silencieuse entre l'effondrement du monde qui nous entoure et le fonctionnement immuable de la solution rejetée. C'est là que la capsule devient un symbole, sans qu'il soit nécessaire de la défendre. Entre le 9 et le 12 janvier 1978, le ciel sembla s'effondrer sur Saint-Laurent-des-Neiges. La tempête annoncée d'une voix monotone par les radios s'abattit sur le plateau de l'Aubrac, comme un châtiment silencieux. Les vents ont atteint 80 km/h. Le refroidissement éolien a atteint 60 degrés, et la neige, lourde comme de l'argile humide, recouvrait tout. Des maisons se sont effondrées. Les cheminées ont craqué sous le poids de la glace. Les portes bloquées de l'intérieur se transformaient en pièges en bois. Dans chaque foyer, la scène était similaire. Les poêles s'éteignaient lentement. Les couvertures s'empilaient. Les enfants dormaient tout habillés. Les familles priaient pour un soulagement qui n'arrivait jamais le lendemain. Étienne ne savait pas tout cela. Je n'ai rien vu d'autre que du blanc et du silence. Mais je l'ai senti. À l'intérieur de la capsule, le monde était différent. Le fût métallique dégageait une chaleur constante, sèche et silencieuse. Le bois de chauffage, coupé avec précision, a brûlé entièrement. Aucune fumée ne se dissipait. Aucun vent ne sifflait à travers les fissures. Seule une chaleur dense et omniprésente enveloppait le corps comme un cocon. La structure interne a maintenu une température de 22 degrés Celsius, même lorsque le verre extérieur de la lampe crépitait sous l'effet du froid. Étienne dormait par cycles entiers. Je me réveillais sans aucune douleur aux doigts. Il n'y avait pas lieu de se précipiter. Il n'y avait pas lieu de décider. Il suffit de mesurer, de remplir le fût et d'attendre. Durant ces jours-là, il n'a vu personne. Même les chiens du village n'ont pas aboyé. C'est le 12 janvier qu'elle a décidé de tout documenter. Il prit son carnet. Toutes les 4 heures, il notait 06 heures, ext, 43 degrés, int, 18 degrés, bois de chauffage, 2,5 kg, 10 heures, ext, 47 degrés, int. Frankenstein 21 degrés, bois de chauffage, 2,2 kg à 14 heures, extérieur, 45 degrés, intérieur, 23 degrés, bois de chauffage, 2,7 kg, 18 heures, extérieur, 41 degrés, intérieur, 20 degrés, bois de chauffage, 2,3 kg, 22 heures, extérieur, 39 degrés, intérieur, 19 degrés, bois de chauffage, 2,1 kg et 0,2 heures, ext, 42 degrés, int, 18 heures, bois de chauffage, 2,4 kg. Il n'y a pas eu de fluctuation, il n'y a pas eu de pic de consommation. La situation était stable, mathématique. Mais le véritable impact de cette capsule ne se mesurait pas dans les chiffres. J'étais conscient de ce qui se passait dehors. Julien Bravard, un voisin habitant 3 maisons plus au nord, utilisait un poêle à bois en fonte. Son toit s'est effondré. La famille a passé 2 nuits sur le sol de la cuisine, partageant une couverture avec leurs chiens. Bois de chauffage humide, chauffage faible, froid qui s'infiltre sous la porte. Madeleine Lenoir, veuve, a perdu sa fenêtre arrière. Un bloc de glace a brisé la vitre. Elle l'a colmaté avec un chiffon humide. L'humidité a gelé en quelques secondes. Elle a dormi la tête couverte, mais s'est réveillée avec la peau gercée sur les joues. Le couple Durand, parent de 3 enfants, a tenté de se réfugier dans leur voiture. Ils ont roulé une centaine de mètres avant que le moteur ne gèle. Ils ont alors rampé jusqu'à la voiture, suivant la piste de neige invisible. Leur fils cadet, Théo, a souffert d'engelures au pied gauche. Ils ont tous pensé la même chose à un moment donné avant de s'endormir. Finalement, le propriétaire de la grange n'avait peut-être pas tant tort. Le 15 janvier, le soleil a percé les nuages. Mais c'était un soleil menteur, faible, distante, presque cruel. Le froid mordait encore comme du verre. Les maisons ressemblaient à des ruines figées dans le temps. Étienne sortit le visage couvert et se dirigea vers l'entrée de la grange. Avec effort, il poussa la porte, alourdi par la glace accumulée. Dehors, tout régnait un silence blanc. Mais au loin, le bruit d'un moteur, puis un autre, puis un cri étouffé. « Étienne » C'était Gérard, un cousin éloigné.
Il arriva le visage tuméfié, vêtu de vêtements sales et portant un sac de bois de chauffage humide sur le dos. Il s'approcha de la porte. Il ne demanda pas la permission. J'ai simplement dit « Ma maison ne peut pas supporter une nuit de plus ». Étienne regarda une seconde, puis il se retourna et pointa du doigt « Laissez vos chaussures à l'extérieur. Pas de discours, pas besoin de sermon, sans revanche ». Gérard entra. La chaleur le frappa à la poitrine comme un coup de poing chaud. Il s'arrêta au milieu de l'espace métallique et regarda autour de lui. « Vous avez dormi ici tous ces jours? Essayez. Et il n'a pas gelé ?» Étienne regarda le thermomètre accroché et répondit à voix basse. On n'en était même pas proche. L'après-midi du 16 janvier, le village commença à s'agiter. Peu à peu, les hommes sortirent de leur maison, le visage couvert jusqu'aux yeux, poussant les portes bloquées, creusant des chemins avec de vieilles pelles. Les stations de radio fonctionnaient à nouveau, malgré les interférences. La route principale était toujours bloquée, mais la glace avait cessé de tomber. Le silence qui régnait à Saint-Laurent commençait à céder la place à quelque chose de plus difficile à affronter. Les dégâts, cheminées détruites. Les murs se bombent sous l'effet de la glace. Voitures de recouvertes jusqu'au rétroviseur. Des familles entières, avec de profondes cernes sous les yeux, les doigts brûlés par le froid, des meubles réduits en cendres dans des feux de fortune. C'est dans ce contexte que M. Clément, le même charpentier qui avait tapoté 2 fois la capsule et ri de la maison à sardines, apparut à l'entrée de la grange. Je n'ai pas dit « bonjour ». Je ne me suis pas trompé non plus. Il restait là, immobile, tenant une boîte de café écrasée. À l'intérieur, des restes de bois de chauffage. Étienne ouvrit lentement la porte. Clément leva les yeux une seconde. Il me suffit de 2 heures pour réchauffer ma fille. Elle n'arrête pas de trembler. Étienne ne répondit pas. Il ouvrit un peu plus la porte. Clément entra, et il garda le silence. Il marchait lentement, en regardant les étagères à livres. Il s'arrêta devant le tambour. Il sentit la chaleur qui se dégageait du métal. Elle le regarda comme si elle ne voulait pas l'admettre, mais qu'elle ne pouvait pas non plus le nier. Il murmura « Cela ne devrait pas aussi bien fonctionner ». Étienne jeta simplement un coup d'œil à sa montre et répondit « Placez le bois de chauffage près du poêle. Il sèche plus vite ». Clément hocha la tête et s'assit avec la canette sur les genoux. Il resta là pendant 2 heures, sans rien ajouter. Lorsqu'il s'est levé, il a simplement dit « Merci ». Et il est parti. Au cours des 2 jours suivants, 7 autres personnes sont arrivées. La famille Durand, avec leurs 3 enfants, arriva avec une couverture pour chacun. Ils y passèrent une nuit, dans un coin de la capsule séparé par des cloisons de fortune. Au matin, ils pleurèrent en silence, non pas d'émotion, mais de soulagement physique. Madeleine Lenoir, la veuve, apporta une théière en terre cuite. Elle la posa sur l'étagère sans dire un mot. Elle resta assise une demi-heure près de la théière, les yeux embués de larmes, à contempler le feu. Et puis, le 20, Marcel Delaunay est arrivé, l'homme qui, des mois auparavant, avait déclaré au café « Un vrai homme affronte l'hiver. Il ne se cache pas. Ses doigts étaient bandés, il portait 2 paires de chaussettes, et son visage était marqué de fissures. Il entra. Il s'arrêta au milieu de la grange. Il fixa Étienne du regard pendant de longues secondes. Puis il dit d'une voix rauque « La maison est irréparable. Il ne me reste que du bois humide. » Étienne ôta lentement son chapeau. « Combien êtes-vous avec vous? Moi, ma femme et ma petite fille. Il y a de la place pour tout le monde. » Marcel acquiesça. Avant d'entrer, il a regardé la capsule et a dit « Cela semble venir d'un autre monde. Mais c'est la seule chose qui a fonctionné. » Étienne ne répondit pas. Cette nuit-là, il a partagé la capsule avec 4 autres personnes. Il les laissa dormir chacun près de la chaleur. Il se relayait pour porter les charges de bois de chauffage. Il a pris note des chiffres de consommation. Il contrôlait l'ouverture des portes. Tout avec précision. Personne ne parlait du passé. À propos du rire. Concernant les commentaires du marché. La capsule a tout transformé en un silence quasi absolu. Il n'y avait pas de place pour la vanité là-dedans. Juste pour se réchauffer et survivre. Lorsque la route a finalement ouvert, 5 jours plus tard, des véhicules gouvernementaux sont arrivés avec des provisions, du carburant et des couvertures. Mais personne ne s'est rendu directement au centre communautaire. Ils se rendirent à la grange. L'inspecteur régional entra, un bloc-notes à la main. Il fit le tour de la capsule. Il prit des mesures. Il prit des photos. Quel est son niveau d'études? Entre 18 et 22 ans, en utilisant 3 à 4 kg de bois de chauffage par cycle. Combien de personnes ont dormi ici? 8, tout au plus. Consommation totale depuis le début de la tempête? 112 kilos. L'inspecteur en a pris note. Puis il a demandé
Avez-vous conçu cela vous-même? Étienne regarda le tambour, le plafond en fer, le sol de fortune. Non, j'ai simplement corrigé mes erreurs. L'homme acquiesça. Et il a dit, documentons cela. Peut-être que d'autres pourront utiliser cette idée. Étienne hocha la tête. Mais il n'a pas souri. Ici, la capsule construite par Étienne transcende la simple survie et devient un repère silencieux. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'hommage public, mais il y a un changement de comportement, des répliques du modèle et un nouveau respect, jamais déclaré, mais solide. Étienne reste le même. Le monde qui nous entoure, non. La neige a fondu tard cette année-là. Les dernières plaques de glace ont tenu jusqu'en avril, comme si l'hiver refusait de partir sans laisser sa trace. Lorsque la route principale fut enfin dégagée, ce qui restait de Saint-Laurent ressemblait à un champ de bataille silencieux. Des maisons rafistolées avec des planches de fortune, fenêtres recouvertes de bâches, des tas de meubles brûlés à la hâte dans des feux de joie nocturne, et au centre de la vallée, une vieille grange avec une capsule d'argent en son milieu, intacte, immobile, d'où s'échappe encore de la fumée. Plus personne ne se moquait d'elle. Ce qui avait commencé comme une blague s'est transformé en curiosité, puis c'est devenu du respect, et enfin, l'inspiration. Fin mars, Hugo Ramirez, le propriétaire d'une ferme voisine, est venu avec 2 aides et a passé toute une matinée à mesurer l'intérieur de la grange d'Étienne. Il n'a pas demandé la permission, il a simplement attendu qu'Étienne hoche brièvement la tête. « Je n'ai pas d'acier, mais j'ai des tôles de toiture galvanisées. Je vais essayer quelque chose de similaire, » a-t-il déclaré. Étienne a répondu, « Si vous devez sceller les bords, utilisez de l'étoupe mélangée à de l'argile. » Hugo hocha la tête, et il partit. En mai, l'Agence régionale des infrastructures rurales a publié un bulletin technique. Abri efficace en climat extrême. Une étude de cas à Saint-Laurent-des-Neiges. Il comprenait schéma de la capsule, consommation de bois de chauffage par mètre cube, températures enregistrées toutes les heures, recommandations concernant l'étanchéité, l'isolation et l'utilisation des structures internes. Elle s'est répandue grâce aux stations de radio rurales. Il atteignit les villages voisins. Certains ont ri, au début, d'autres les ont classés, certains l'ont construit. À la fin de l'année suivante, 4 nouvelles capsules avaient été installées dans la région. Aucun n'est identique, aucun n'est parfait, mais tous reposent sur le même principe, moins d'espace, moins de pertes, plus de chaleur. Étienne n'est pas devenu une célébrité. Elle n'a jamais été diffusée à la télévision. Il n'a jamais été invité à donner une conférence. Il resta dans la grange. Il a renforcé la capsule avec une seconde couche de revêtement en bois à l'intérieur. Il a construit un petit vestibule pour l'entrée d'air. Il a installé un séchoir à linge au-dessus du tambour. Ajustement mineur. Silencieux. Dans le village, ils commencèrent à dire « Où vas-tu passer l'hiver ?» Et la réponse, de plus en plus fréquente, était « J'essaie de voir si je peux faire quelque chose de similaire à ce qu'a fait Étienne. » Il n'est jamais retourné dans sa vieille maison. Il a vendu la propriété à un jeune couple qui souhaitait la rénover et repartir de zéro. Il préférait rester dans la grange. C'était plus laid, mineur, inconfortable, diraient certains. Mais pour Étienne, ça a marché. Et là, sous l'arche métallique où tant d'autres s'étaient moqués de lui auparavant, il dormait avec le tambour allumé, le bois sec, empilé à côté de lui, et un carnet sur les genoux, notant, comme toujours, les températures, la consommation, les corrections, parce que je n'ai jamais voulu rien prouver. Je ne voulais tout simplement pas mourir de froid. En altitude dans le Massif central, le froid est incontestable. Elle ne demande pas qui vous êtes, ce que pensent les autres, ni si cela semble juste. Elle ne pénètre que là où il y a de la place, éteint le feu là où elle trouve une brèche, et fait taire les voix qui restent inactives. Étienne ne voulait pas être différent. Je ne voulais tout simplement pas le congeler. Et parfois, à la fin de tout, qu'est-ce qui distingue le ridicule du génial? C'est simplement le temps qu'il faut pour que quelqu'un frappe à votre porte.